Aujourd'hui, Wikibalade sur Kamerlingh Onnes, donc un Hollandais, en 1913, pour ses recherches sur les propriétés de la matière aux basses températures qui conduisirent entre autres à la production d'hélium liquide. Et c'est un des premiers, c'est le premier, je crois, à avoir découvert la supraconductivité. Alors, il est né en 1853 et mort en 1926. Voilà, il a aussi participé à la découverte de la supraconductivité. Donc le voilà, Kamerlingh Onnes. Voilà, il a fait ses études à Groningen avec Kirchhoff. Kirchhoff, un des grands physiciens du 19e siècle. Il obtient son doctorat en 1879 avec une thèse intitulée, je ne vais pas lire en hollandais, hein, Nouvelle preuve de la rotation de la Terre. Ensuite, il est assistant de Johannes Bocha, je ne connais pas, et professeur à l'université de Leiden. On avait déjà vu Leiden avec Van der Waals, je crois. En 1904, il fonde un grand laboratoire de cryogénie. Donc, c'est l'étude des basses températures, en gros. Étude et production des basses températures inférieures à moins 150 degrés Kelvin, Celsius ou moins 120 Kelvin, dans le but de comprendre les phénomènes physiques qui s'y manifestent. Sa thèse a l'air tout aussi intéressante que son prix Nobel. Ouais. Alors on est sur le net hollandais. C'est pas souvent qu'on y va. Ah là voilà. Ah, le problème c'est que écrit comme ça, pour faire des copier-coller pour traduire, ça va être compliqué. Il faudrait trouver quelqu'un qui parle hollandais. Alors, on se plaint de l'anglais et du globish, etc. Mais des fois c'est pratique quand même. C'est l'inconvénient des thèses qui datent de 150 ans. Ouais. Ok, il y a Coriolis. Ok, il doit regarder avec la force de Coriolis. L'effet Coriolis, ça montre que la Terre est en train de tourner, qu'on n'est pas dans un référentiel galiléen. Donc ça doit être lié à ça, là. Voilà, Coriolis, ça revient plusieurs fois. Ça doit être lié à la force de Coriolis. C'est marrant de voir que les notations n'ont pas changé hein, depuis 1879, ouais, 150 ans. En 150 ans, là, il n'y a aucune différence de notation. Il y a juste les sommes. Quand on a deux indices comme ça, maintenant, on ne met plus la somme. Quand il y a deux fois l'indice, on la sous-entend. On sait qu'elle est là. Donc on l'écrit plus. Alors la cryogénie, il y a une limite qui est intéressante. À moins 153 degrés, ça représente la limite à partir de laquelle l'air se liquéfie. Donc l'air liquide, c'est à partir de moins 153 degrés. La cryogénie possède de très nombreuses applications, notamment dans les secteurs alimentaires, médicaux, industriels, etc. Donc suspension du métabolisme, conservation des aliments. Ce qui nous intéresse, l'étude de la supraconductivité, l'étude de la superfluidité, Onnes il a fait un peu de ça aussi. Récupération de plus de 90% des gaz destructeurs de la couche d'ozone. Ouais, il parle de la supraconductivité, on va aller regarder ça après. C'est quoi la force de Coriolis? Ça vient du fait que tu as un référentiel en rotation, et donc tu as des forces d'inertie. Tu as une force d'inertie d'entraînement qui t'éjecte vers l'extérieur. Quand tu es dans un tourniquet, hein, si tu ne sais pas que le tourniquet est en train de tourner, par exemple, tu as tout calfeutré autour, tu vois pas le décor tourner autour de toi, tu peux quand même savoir que tu es dans un référentiel en rotation parce que tu es éjecté vers l'extérieur. Donc ça, c'est une force qui s'applique même si tu ne bouges pas. Et il y a une deuxième force qui vient s'appliquer quand tu bouges et qui vient te dévier. Tu vas pas aller en ligne droite. Et ça, c'est la force de Coriolis. C'est ce qui fait notamment qu'il y a des sens de rotation différents des orages dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Une masse d'air qui arrive là vers le centre et qui est déviée vers la droite dans l'hémisphère nord. Et ça crée cette spirale. Donc tu vois, tu es dans un référentiel tournant, un disque tournant, et tu lances la bille noire dans cette direction. Donc voilà ce qu'elle fait dans notre référentiel à nous, qui n'est pas tournant par rapport au disque. Voilà, là, l'expérience, elle fait 3 secondes. Le fait que la Terre, elle soit en train de tourner, on ne le ressent pas, ça, sur une si courte échelle de temps. Et donc nous, ça, c'est ce qu'on voit, nous. On voit la bille noire qui est en train de descendre et qui va en ligne droite. Donc ça, c'est typique des référentiels galiléens ou inertiels. Si tu as un objet et que tu le lances en ligne droite avec une vitesse constante, il garde sa vitesse constante tant qu'il n'y a pas de force exercée sur lui. Et maintenant, si on regarde du point de vue du disque, donc quelqu'un qui est fixe par rapport au disque, par exemple le point rouge, tu vois le point rouge là il était en train de tourner, là il bouge plus, et ben le point rouge lui il voit une trajectoire courbée. Il applique la même loi que dans tous les autres référentiels, et il se dit que un objet qui est lancé avec une vitesse constante, s'il est dévié, s'il y a une courbe, c'est qu'il y a une force qui s'exerce sur lui. Un peu comme une trajectoire courbée d'un objet que tu lances en l'air, il retombe, il fait une parabole, parce qu'il y a la force de gravité. Or, nous, on sait qu'il n'y a pas de force. Donc en fait, le point rouge là, qui tourne avec le disque, il a l'impression qu'il y a une force, mais c'est une force fictive, et on appelle ça la force de Coriolis. Donc c'est une pseudo-force.
C'est pas une force réelle. Ça vient juste du fait que le disque il est en train de tourner, donc il a des effets comme ça d'inertie. Voilà, ça c'est un bon schéma bien fait. Donc on voit que les vents sont déviés ici, avec une force vers le bas quand ils arrivent de la gauche. Donc ça c'est leur vitesse en bleu. Et il y a une force de Coriolis en rouge qui dévie la trajectoire comme ça, vers la droite. Là pareil, c'est dévié vers la droite, dévié vers la droite, vers la droite. Et donc ça crée une rotation comme ça, qui depuis le dessus, va dans le sens trigonométrique, dans le sens anti-horaire. Voilà, circulation anti-horaire. Ça, c'est dans l'hémisphère nord. Et dans l'hémisphère sud, ça va dans l'autre sens. Alors, on voit les sens de rotation, là. Alors non, ça, c'est pas les sens... Justement, faut pas se tromper. Ça, c'est pas les sens de rotation des cyclones, c'est le sens des particules. Donc, elles sont déviées vers la droite. Là, on voit bien que c'est dévié vers la droite. Celle-là, là, par exemple, elle arrive de l'ouest et elle va vers l'est. Et elle est déviée vers le sud, donc vers sa droite. Mais si on regarde ça, la déviation vers la droite, ça ne crée pas une rotation dans le sens horaire, mais dans le sens anti-horaire. Parce que il faut regarder, la dépression, donc l'endroit qui attire les masses d'air. Il y a une baisse de pression, donc ça attire, ça aspire. Donc les masses d'air, elles viennent, c'est les 4 flèches là, et elles sont déviées vers la droite. Et donc ça crée cette rotation. Donc ça, c'est pas le sens des cyclones. Les cyclones, ils vont dans l'autre sens, à cause de cet effet d'attraction. Et tout ça, ça montre que la Terre est en train de tourner sur elle-même. Et contrairement à une croyance des fois qu'on entend, ça n'a rien à voir avec le sens de rotation dans les évacuations d'eau, dans les éviers. C'est beaucoup trop petit pour que la force de Coriolis ait un effet là-dessus. Voilà, il fait de la cryogénie, et il arrive à liquéfier de l'hélium. Donc il fabrique de l'hélium liquide à l'aide de cryostats, ce qui lui vaut la médaille Franklin et plus tard le prix Nobel. Donc il liquéfie de l'hélium et il utilise l'effet Joule-Thomson. L'effet Joule-Thomson, ça vous dit que si vous avez un gaz qui se détend, qui augmente de volume, la température va baisser. Et en gros, le mécanisme principal, il est là. C'est que c'est un peu comme s'il y avait une planète. Voilà, si un gaz s'étend, les molécules, elles s'éloignent les unes des autres. C'est un peu comme si une planète s'éloignait du Soleil. Plus elle va s'éloigner, et plus son énergie potentielle va augmenter. Un peu comme si un objet monte en altitude, il a de plus en plus d'énergie potentielle. Donc potentielle, ça veut dire que quand il redescend, il va avoir une vitesse plus importante. Il va pouvoir transformer cette énergie potentielle en énergie cinétique. Et donc c'est un principe de vase communicant. L'énergie totale, l'énergie mécanique est conservée. Et c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Donc c'est un peu l'exemple du pendule. Le pendule pesant, hein, quand il est ici, quand il est là, il n'a pas la même vitesse. Là, il a une vitesse nulle. Et là, il a une certaine vitesse importante. Donc là, il a beaucoup d'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique est grande. Et il n'a pas beaucoup d'énergie potentielle. Parce qu'il est en bas. Il est à plus basse altitude. Alors que là, il est remonté. Donc là, mon dessin est mal fait. Ici, là, il est monté un peu plus haut. Donc il est à plus haute altitude. Donc il a une plus grande énergie potentielle. Et par contre, il est au bout de sa course. Et donc son énergie cinétique est petite. C'est l'effet d'une centrifugeuse. Ouais, voilà. Dans une centrifugeuse, tu as la force d'inertie qui te colle aux parois. Un peu comme les habits dans un lave-linge. Ils sont collés aux parois par la force d'inertie. Donc ça, c'est la première, c'est la force d'inertie d'entraînement. Et la deuxième, c'est la force de Coriolis qui va dévier. Donc il faut une expérience un peu plus précise pour voir ça. Ou regarder la forme des ouragans dans l'atmosphère. Donc voilà, énergie cinétique, énergie potentielle, ça se compense. Et donc quand un gaz est d'abord comprimé avec des molécules qui sont proches les unes des autres, l'énergie potentielle ici, elle est petite. Et donc on a plutôt une grande énergie cinétique. C comme cinétique. Et à l'inverse, si on fait une détente, donc on augmente le volume, les molécules, elles sont éloignées les unes des autres. Un peu comme ici, le pendule s'est un peu éloigné de la Terre. Et donc il a une plus grande énergie potentielle. Donc là, l'énergie potentielle va être grande. Et donc, l'énergie cinétique va être petite. Et qui dit petite énergie cinétique dit petite vitesse pour les particules. Et donc, petite température. La température va baisser. Donc, de manière générale, quand on augmente le volume d'un gaz,
la température a tendance à baisser. Voilà, c'est vrai pour quasiment tous les gaz. Il y a juste un autre mécanisme à cause des collisions qui fait que pour l'hélium, il faut attendre d'être à très basse température. Mais c'est précisément ce que fait Honest. Hein, il va chercher du 0,9 Kelvin. Donc il est vraiment à très très basse température. Donc vous voyez, là, on vous dit qu'il faut être en dessous de moins 233 pour que ce que je viens de raconter soit vrai pour l'hélium. Mais c'est le cas. Il arrive déjà à passer cette barrière. Et après, il fait la détente. Il utilise l'effet Joule-Thomson pour baisser encore plus la température. Et en faisant ça, il descend voilà, en dessous de 1 degré au-dessus du zéro absolu, à 0,9 Kelvin. Le 0 Kelvin, hein, c'est le zéro absolu. Et c'est la température la plus froide jamais atteinte à cette époque. On appelait ça la course au froid. Les gens essayaient d'avoir des matériaux les plus froids possibles. Rien à voir avec la pression, il me semble que pour qu'un gaz augmente en température, il faut accroître la pression, tu veux dire, j'imagine? Oui, la pression. Si on augmente la pression, là j'ai supposé que la pression était fixée. Là, la pression elle est constante. Après, tu peux regarder la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Effectivement, si la pression augmente, la température augmente. Mais tu pourrais dire aussi, si le volume augmente, la température augmente. Et là, je viens de dire l'inverse. Je viens de dire quand le volume augmente, la température est petite. Mais justement, là, je prends en compte les énergies potentielles, qui sont des énergies d'interaction entre les molécules. Et ça, il n'y a pas dans les gaz parfaits. Un gaz parfait, les molécules, elles ne se voient pas. Il n'y a pas d'interaction. Donc ce raisonnement ne marche pas. Donc tout ça, c'est lié à Van der Waals, qu'on avait vu une fois précédente. Cette équation, il faut la modifier. Ça, c'est pour les gaz parfaits. Si le gaz n'est pas parfait, pour les gaz réels, en fait, il y a une interaction entre les molécules avec une énergie potentielle. Voilà. C'est un peu comme un ressort. Plus vous tirez sur le ressort, plus les objets ont tendance à vouloir revenir, et revenir avec une certaine vitesse et donc une énergie cinétique importante. Et donc plus vous les éloignez, plus ils vont ralentir. Et un gaz avec des molécules qui vont lentement, c'est un gaz à basse température. Ça, c'est le liquéfacteur d'hélium. Donc voilà comment Honest a réussi à liquéfier l'hélium en descendant à très très basse température. Et en faisant ça, on va le voir juste après, il va découvrir la supraconductivité. Donc voilà, avec ses assistants, là, ils étudient ce qu'ils ont. Vraiment, il a une intuition géniale, Honest. Il se dit, mais on va regarder comment se comportent les métaux, que ce soit des métaux éteints, plomb ou du mercure, qui est liquide à température ambiante. On va regarder leurs propriétés électriques. Ça, c'était vraiment une intuition incroyable de faire ça. Non seulement il a le génie technologique pour arriver à faire des exploits comme descendre à 0,9 Kelvin. Voilà, ça, quand si tu dis ça à quelqu'un au 19e siècle, ça va un peu le faire rire hein, d'aller si bas. C'est tellement improbable. Mais il a réussi à faire ça. Et en plus, après, il se dit, bon, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir en faire des choses. On va pouvoir étudier les métaux. Et l'intuition que les gens ont à cette époque, c'est que qui dit basse température, ce que j'ai dessiné là, dit énergie cinétique petite, donc très peu de mouvement. Et donc les électrons dans le métal qui conduisent l'électricité, hein, quand vous appuyez sur l'interrupteur chez vous pour allumer la lumière, il y a des électrons qui se déplacent, c'est ça le courant électrique. Et donc on se dit, à très basse température, tout est gelé, il n'y a plus rien qui bouge, les électrons ne bougent plus, et donc il n'y a plus de courant. Le matériau n'est plus du tout conducteur, tout est bloqué, la résistance devient infinie. Et Honest, lui, il dit non, moi je pense que c'est l'inverse. Parce qu'en baissant la température, il s'est rendu compte qu'au contraire, la conductivité avait tendance à augmenter. Et donc, il fait ses mesures, il fait ça avec du mercure. Je vais rester en bleu. Et ce qu'il fait, c'est qu'il trace la résistance, ou plutôt la résistivité, mais c'est pareil, en fonction de la température. Voilà, la résistance, hein, c'est le fameux R de U égale RI. Ça vous dit si le courant va être important. Donc U, si j'inverse ça, I c'est U sur R. Donc plus la résistance est petite, si on arrive à la diminuer, le courant va être grand. Donc même avec une tension donnée, on va pouvoir envoyer du courant sans résistance. Donc on part d'une résistance qui est assez élevée, à haute température, et il se rend compte qu'au lieu d'augmenter, voilà, on pourrait se dire, là il fait très froid, hein. Ici là c'est le 0 Kelvin, c'est le 0 absolu. On pourrait se dire tout est gelé, donc les électrons n'avancent plus, donc la résistance elle est infinie. On n'arrive plus du tout à mettre de courant.
Et ben non, lui, en faisant ça, il se rend compte que ça diminue, ça diminue. Et donc, il fait ses expériences, il descend à basse température, et il fait ça avec du mercure, il regarde la résistivité du mercure. Et là, il découvre quelque chose d'incroyable, c'est qu'au lieu de descendre comme ça tranquillement jusqu'à atteindre le zéro ici, ça tombe à zéro avant, ici. Et sur toute cette zone-là, on a une résistance qui est absolument nulle. Et donc le courant, il circule sans aucun problème. Dès que vous mettez une petite tension, boum, vous avez du courant, autant de courant que vous voulez. Après, ça dépend de la puissance que vous mettez, bien sûr. C'est pas infini, hein, cette loi, ça finit par ne plus marcher, hein, quand la résistance tend vers zéro. Mais voilà, vous avez toute une zone là où il n'y a plus de résistance du tout. Et on dit qu'on a un matériau qui est supraconducteur. Voilà, toute cette zone-là, c'est les supraconducteurs. Voilà, il fait ça du mercure parce que c'est facile d'avoir du mercure pur. Et il se rend compte que ça devient nul en dessous de 4,2 Kelvin. Et donc voilà, ils descendent à moins de 4 Kelvin. Donc il faut vraiment descendre très très bas. Mais voilà, entre 0 et 4 Kelvin, bah, on est dans le régime supraconducteur, il n'y a plus aucune résistance électrique. Et voilà ce qu'il écrit, il dit « Le mercure est passé dans un nouvel état qui, du fait de ses propriétés électriques extraordinaires, pourrait être appelé état supraconducteur. » À un moment, on a pensé que c'était son assistant qui avait fait le gros du travail, mais en fait, non, c'était bien lui. Salut, TimeHux, j'imagine que ça se prononce comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres matériaux qui sont comme ça? Oui. Donc on peut regarder l'article, là, supraconductivité. Maintenant, on arrive à en faire à température un peu plus raisonnable. Ça reste très bas, hein, mais... Voilà, donc le premier, c'est le mercure, par Honnes, ce qu'on vient de dire. Ensuite, on a réussi à faire descendre le plomb à moins de 7 Kelvin pour le rendre supraconducteur. Et puis des matériaux un peu plus compliqués, là, du nitrure de niobium. Voilà, un composé, avec des atomes d'azote dedans. Et là, on a besoin, entre guillemets, que de descendre en dessous de 16 Kelvin. Ça reste des températures extrêmement froides, hein. Donc là, on est à moins... le zéro, c'est moins 273. Donc là, voilà, vous ajoutez 16 à moins 273. Et ça vous donne la température. Voilà, on se rend compte que... bon, ça, j'en reparlerai une autre fois. On se rend compte que le champ magnétique, il est totalement expulsé de ces matériaux. C'est ça qui permet de faire des trains. J'en ai parlé un petit peu dans la vidéo sur les trains à sustentation magnétique, là. Cette vidéo-là, le train du futur, vous avez le champ magnétique qui est expulsé et ça permet de faire léviter le train. J'ai vu une substance qui devient supraconductrice à 30 Kelvin. Ouais, je pense même que ça, maintenant, on arrive à avoir des supraconducteurs à des températures encore plus élevées, hein. À 35 Kelvin, celui-là. Donc c'est du cuivre, voilà, un matériau de cuivre, de lantane, etc. Et donc on a essayé de chercher, à partir de là, on s'est dit, mais on peut monter finalement. Donc là, il remplace le lantane par de l'yttrium, ça c'est des atomes dans le tableau, c'est assez bas dans le tableau périodique. On a du supraconducteur, voilà, Y, Ba2, Cu, 3O7. Donc O c'est l'oxygène, Cu c'est le cuivre, Ba c'est le barium, et Y c'est ça, c'est l'yttrium. Voilà, ça ressemble à ça, de l'yttrium. Donc là, on est à 92 Kelvin. Et ça, c'est vraiment, ça c'est génial parce qu'on est au-dessus de la température de l'azote liquide. Et l'azote liquide, c'est ce qu'on utilise. On balance de l'azote liquide sur les objets pour les refroidir. Et donc là, si on met de l'azote liquide sur ce métal-là, bah, ça va descendre à 77 Kelvin. Et 77, c'est plus petit que 92. Donc on atteint la zone que j'ai dessinée là, de supraconductivité. Donc là, cette température critique, pour le mercure, c'était 4 Kelvin. Donc c'était difficile à atteindre. Mais là, vous voyez, c'est 92 Kelvin. Donc ça reste froid, on est à moins 180 degrés. Mais c'est déjà un peu plus atteignable. Et très sûrement, dans des années ou les décennies à venir, on va réussir à fabriquer des matériaux supraconducteurs à température pas trop basse. Et il y aura des applications technologiques avec ça. C'est absolument certain. C'est tellement pratique de ne pas perdre d'énergie par effet Joule, par résistivité, à cause des résistances. On va forcément utiliser ça. Sulfure d'hydrogène à 203. Ouais, tu l'as vu là ou... Ouais, 200 Kelvin. Ça a été dû au hasard, cette découverte, mais ça avait été prédit par un théoricien dès 1969. Ok, par contre, c'est pas à des pressions normales, hein, vous voyez, il faut des gigapascales. Donc, il faut des pressions très très élevées pour que ça fonctionne.
Mais voilà, je pense qu'il y a énormément de recherche là-dedans. Et on va trouver des matériaux à pression à peu près normale, ou pas trop élevée, et à température pas trop basse. Et là, il va y avoir un développement technologique assez important. Voilà pour la supraconductivité. Je rentre pas trop dans les détails théoriques. Pourquoi est-ce que ça conduit énormément? Parce que à l'intérieur du métal, il y a ce qu'on appelle des phonons. Donc c'est l'équivalent des photons, mais pour le son. Hein, la lumière, c'est des petits grains d'énergie, des photons. Et ben le son, on peut aussi le quantifier dans les métaux. Et on appelle ça des phonons par analogie. Et donc, c'est des ondes sonores qui vont venir mettre en couple des électrons. Et donc, les électrons vont être reliés deux par deux. Et en faisant ça, on a des paires de Cooper, on appelle ça. Donc, c'est des paires d'électrons qui sont éloignés, hein. Ils ne sont pas collés l'un à l'autre. De toute façon, ils ont une charge opposée, ils se repoussent. Donc, ils sont assez éloignés. Mais c'est un peu comme s'ils étaient sur le creux de la même vague. Et ils avancent en même temps, à la même vitesse. Et ça fait qu'il y a une conductivité qui est énorme. Ils transportent l'énergie sans résistance. Ah oui, il y a encore beaucoup de recherches dessus. Ouais. Bon, ça, j'en reparlerai peut-être plus tard de la théorie de la. Ça c'est arrivé beaucoup plus tard. Déjà, il y a eu l'expérimentation, et après, on a essayé de comprendre pourquoi il y avait cette conductivité aussi forte. Et il a donné son nom à l'effet Onnes, observé dans l'hélium superfluide. La viscosité, c'est les frottements. Par exemple, un glacier qui s'écoule très lentement sur des siècles et des siècles, il y a énormément de frottements entre les couches, donc il y a énormément de viscosité. Le miel, c'est assez visqueux, beaucoup moins qu'un glacier, mais ça reste assez visqueux, il y a des frottements. L'huile, c'est un petit peu moins visqueux, mais quand même un peu. L'eau, là, on commence à avoir quelque chose qui est peu visqueux. Et l'élément courant qu'on connaît, qui est très peu visqueux, c'est l'air. Entre les couches d'air, il y a très peu de frottement. Et donc, vous avez beaucoup de turbulences rapidement. Alors que sur un glacier, il y a très peu de. Les lignes, elles sont bien alignées. Vous avez déjà vu un glacier. Voilà, là, on voit très bien les lignes d'écoulement qui sont parallèles les unes aux autres. On appelle ça un écoulement laminaire. Alors que l'air, c'est turbulent. Et ça dépend de la vitesse aussi. Donc, vous avez. Ça, c'est ce qu'on en parle. J'en parle à mes élèves en cours, ça. Voilà, là, il y a des viscosités. Vous voyez, l'huile, c'est plus élevé que l'eau, qui est plus élevé que l'air. Donc là, vous avez, quand vous ouvrez le robinet, voilà, ça, c'est un écoulement laminaire, et ça, c'est un écoulement turbulent. C'est le même, alors c'est pas le même robinet, mais vous imaginez avec le même diamètre, juste vous tournez un peu plus, vous avez déjà fait cette expérience-là. Au bout d'un moment, là, c'est translucide, vous voyez un peu la couleur du lavabo derrière. Là, vous voyez plus rien. C'est devenu totalement turbulent, et ça c'est lié à la viscosité. Quand on fait tourner une cuillère dans un verre d'eau, le fluide met plus de temps à s'arrêter que dans le miel. Oui, exactement. Et si tu fais ça dans l'air, voilà, quand tu souffles un peu dans l'air, il va y avoir des tourbillons, ça va durer je ne sais pas combien de temps. Et le temps que ça se restabilise, ça va être très très long. Tout ça, ça vient de la viscosité. Ouais. Donc voilà, laminaire, turbulent. Eh ben, qu'est-ce que c'est qu'un superfluide? C'est quelque chose qui a une viscosité nulle. Un fluide qui a une viscosité nulle. Donc il n'y a aucune. Au contraire, ça peut être très très turbulent. Et surtout, il y a quelque chose de très contre-intuitif, c'est que vous mettez de l'eau dans un verre, elle reste bien au fond. Maintenant, vous mettez de l'hélium liquide à très basse température, donc il est liquide, hein. Le fluide va longer la paroi, il va ramper comme ça le long de la paroi, et il va aller couler de l'autre côté. Donc vous voyez, s'il y a un niveau qui est plus haut que l'autre, le fluide, il va monter, il va redescendre comme ça. Est-ce que c'est toujours en mouvement? Non, ça finit par s'arrêter parce qu'il y a des frottements justement qui viennent calmer petit à petit. Et plus il y a de viscosité, plus il y a de frottement. Donc effectivement, du miel, hein, si vous faites touiller dedans, vous avez les frottements qui vont très vite arrêter le mouvement. Et là, il y a une viscosité nulle, et vraiment exactement égale à 0. Et du coup, on a des phénomènes complètement contre-intuitifs comme ça, où le fluide, il rampe comme ça au-dessus. Il va même ramper en haut, là. Il va aller en haut. Et si c'est ouvert en haut, il va s'écouler, il va sortir petit à petit. Voilà, on appelle ça un superfluide. Et l'hélium, il est comme ça, il se comporte comme ça. On en reparlera quand on finira les prix Nobel, là. Vous voyez, les prix Nobel de 1996. Donc, on en reparlera d'ici un an, peut-être, quand on aura quasiment fini les prix Nobel.
voyez là, les paires de Cooper, elles sont là, je vous disais tout à l'heure. Voilà pour le supraconducteur et le superfluide. Et tout ça, ça se fait à très basse température avec de l'hélium liquide. Vous voyez, il faut descendre en dessous de 2 Kelvin. Donc on est très très proche du zéro absolu. Voilà, ça c'est l'hélium normal. Vous descendez en température en dessous de 2 Kelvin. Là, vous avez l'hélium 2, donc l'hélium superfluide. Ça, c'est encore les deux sont liquides, hein, mais lui, là, il est vraiment très bizarre. Il va avoir tendance à ramper le long du verre et à sortir. Voilà, vous mettez du miel et de l'eau. Vous voyez, ça c'est visqueux, ça c'est pas visqueux. Et il y a un cratère lunaire qui s'appelle Kamerling Onnes. Voilà, Kamerling. Voilà pour la wiki balade du jour. J'espère que ça vous a plu.